Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, on va essayer de faire ça pas trop long. Ceux qui ont déjà connu certaines des premières vidéos de la chaîne savent que moi je suis attaché à une sorte d'efficacité quand je travaille, du moins quand je fais de l'army painting. J'essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles en faisant le moins de travail possible, histoire de quand même enchaîner un petit peu. Du coup je me suis dit que ce serait pas mal parce que je vais faire bientôt une vidéo sur l'armée de Wordbearer que je suis en train de construire pour Russe Hérésie, et je me disais que ce serait une bonne idée si je vous expliquais mon process de peinture pour les Wordbearers à proprement parler, mais au final ça peut s'appliquer à tout, et puis bien sûr vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, faire d'autres tutos pour différentes armées si vous avez eu par exemple une question sur telle ou telle armée. Du coup, aujourd'hui ce que je vous propose c'est que on regarde étape par étape ce que j'ai fait pour peindre un de mes Galvorback que je suis en train de peindre en ce moment, à partir d'un priming noir. Sachant que bien sûr les techniques peuvent être développées dans n'importe quel style de peinture, n'importe quelle couleur, etc. Mais aujourd'hui on va faire ça sur des Wordbearers. Du coup, vous aurez besoin de vos couleurs, bien sûr, de votre pinceau. Moi j'utilise un pinceau de taille relativement grosse, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas le pinceau le plus fin et le plus précis. J'utilise un Raphaël de taille 2, 8404 de taille 2, mais je referai une vidéo plus tard sur l'équipement dont vous aurez besoin si jamais vous savez pas trop comment vous fournir, etc. pour faire des économies et avoir quand même un minimum de qualité. Mais ça viendra plus tard. Donc, on commence déjà par, vous voyez, mon Wordbearer peint en noir. Donc là, il n'y a rien à voir, hein, c'est vraiment uniquement de la bombe. Vous faites votre priming comme vous voulez. L'idéal, c'est une bombe, hein, ça va plus vite. Comme ça, vous pouvez en faire plusieurs d'un coup. Donc, la première couche, moi ça va être du violet. Donc je vous montrerai au fur et à mesure les peintures, mais voilà, ça c'est la peinture que j'utilise, du violet sombre. N'importe quel violet sombre fera l'affaire, hein. Surtout c'est pas une histoire de marque, c'est vraiment une histoire de teinte, celle qui vous plaît. Pourquoi je peins en violet en premier mon Wordbearer, c'est parce que en fait le violet va me donner un contraste assez fort dans les zones d'ombre sur les plaques d'armure qui seront ensuite rouges. C'est-à-dire que je vais le laisser transparaître à certains moments et à certains endroits afin qu'il soit toujours visible. Et du coup ça offrira un contraste entre le violet et le rouge, qui sera l'armure de base de mon Wordbearer bien sûr. Donc ensuite, là on va commencer le rouge. Je prends en premier un rouge sombre, presque bordeaux au final, hein. On va en fait faire monter la couleur petit à petit, pour commencer du plus sombre, c'est-à-dire le violet sombre, le rouge sombre, jusqu'à être dans les rouges les plus clairs, comme vous l'avez souvent vu faire, par exemple chez Warhammer officiel, ils font des choses comme ça très souvent, etc. Sauf que nous, on va pas forcément utiliser la même méthode que la team Heavy Metal de Games Workshop, parce que déjà, moi je trouve qu'elle perd beaucoup de temps, elle utilise beaucoup de teintes inutiles, c'est un peu galère je trouve pour avoir des bons résultats propres. Du coup, basiquement, on va prendre ce rouge, et on va beaucoup le diluer, c'est-à-dire qu'on va avoir une couche très fine, qui pour avoir une opacité à 100% va nous demander au moins, je dirais, 3 couches. Ça donne ça. Moi, au final, j'ai recouvert du coup l'entièreté des plaques d'armure, comme vous pouvez le voir, avec ce rouge sombre, dilué. C'est-à-dire que j'ai passé 2 couches, 3 couches par endroit, etc. Et comme vous le voyez, j'ai laissé pas mal d'endroits en violet, quand même, dans les endroits les plus ombrés, afin de garder toujours ce contraste dont je vous parlais au début de la vidéo. Vous voyez par exemple, voilà, dans les petits creux, etc., ça se voit toujours. Et je ne compte pas du tout remplir ces creux, ni avec une wash, ni avec une autre couleur. En fait, ça va faire le travail d'une wash, en fait, basiquement. La deuxième étape, ce sera du coup un rouge vraiment, je dirais, médium en termes d'intensité. Un rouge que vous pouvez trouver vraiment dans n'importe quelle gamme. Il n'y a pas trop de marron dedans en tout cas, donc c'est vraiment un rouge pétant, un rouge sang pétant. Donc ça c'est pareil, je vais le rediluer vraiment beaucoup sur ma palette, pas au point qu'il soit dégoulinant, mais au point qu'il va me falloir 2 à 3 couches pour avoir encore une opacité à 100%. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là avec ce rouge ? Eh bien je vais recouvrir les endroits que je veux et qui sont un peu plus exposés à la lumière, c'est-à-dire les bords des plaques d'armure, ce qui se trouve sur le dessus de la figurine, etc. Et en fait, je ne vais pas recouvrir l'entièreté du rouge sombre de l'étape précédente. C'est-à-dire que je vais toujours recouvrir une partie légèrement inférieure, comme pour faire une sorte de dégradé, mais je vais pas forcément m'appliquer à faire un dégradé aussi smooth que vous le voudriez, par exemple, pour faire un vrai dégradé. Là, au final, je recouvre de moins en moins de zones, et comme ma couche est assez diluée, de toute façon, elles se font assez bien dans le reste des couches qui l'ont précédée. Et on va répéter encore et encore et encore cette étape
cette fois en l'augmentant un petit peu en termes de nombre de couches sur les zones les plus élevées, les plus face au regard des joueurs qui seront à la table, mais aussi on va pouvoir la mélanger avec un petit peu de orange, ou alors si vous avez un rouge orangé, etc., vous pouvez aller un petit peu plus loin. Moi je l'ai mélangé un peu avec du orange, pour créer une sorte de teinte orange sanguine encore plus claire, mais pas aller trop dans le clair, parce que moi mon objectif c'est de faire des Wordbearers, pas des Blood Angel. Donc, surtout, rester dans l'optique que la figurine, il ne faut pas qu'elle soit dénaturée non plus en poussant le contraste trop loin. Ce rouge orangé, je l'ai placé vraiment sur les arêtes, entre guillemets, mais encore une fois, très dilué, parce que je ne veux pas faire comme le heavy metal chez Games Workshop, c'est-à-dire faire des arêtes vraiment trop saillantes qui capturent le regard. Là, moi, je veux que le rouge parle tout seul, et que ce soit non pas les highlights qui sont les plus visibles, mais que ce soit vraiment, qu'on comprenne bien qu'il s'agit d'un rouge bordeaux, qu'il s'agit d'un rouge atténué par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un Blood Angel, par exemple. Donc voilà le résultat final de la couche d'armure. Donc vous voyez, 0 wash utilisé, et application assez délibérée de tous les rouges. Encore une fois, j'ai pas cherché à m'appliquer particulièrement. Là, j'ai besoin de faire aucune correction, parce que je vais utiliser les petits défauts de couvrage de mes différentes couches pour créer du contraste, pour créer de la matière, c'est-à-dire de créer une armure imparfaite. Et de loin, de toute façon, comme vous voyez, c'est pas la peinture du siècle, mais de loin, elle fera amplement le taf. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait le reste des détails de la figurine. Je vais prendre déjà une teinte os, donc là je vous la montre, et une teinte chair de base un petit peu rosée, pour tout ce qui est la chair déformée de mon Galvorback et les pointes des os qui dépassent, des crocs, de la colonne vertébrale, etc. Je vais utiliser également la teinte d'os, puisque j'ai envie d'utiliser le moins de peinture possible pour les parchemins à sa ceinture. Une fois que ça c'est fait, je vais, pour ce qui est de la chair, utiliser une teinte légèrement plus claire en termes de chair, et je vais tout recouvrir à nouveau en diluant pas mal, comme ça vous permettra d'avoir quand même la couleur la plus sombre dans les creux. Pour ce qui est des os, je vais pas faire d'étapes supplémentaires. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'ai fait ça sur la chair et sur les os, je vais appliquer cette fois de la wash. Donc là j'utilise des wash Games Workshop, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle wash. Pour la chair, pour lui donner un aspect maladif, je vais lui mettre une wash violette. Et pour les os, je vais utiliser une wash marron pour montrer quand même que c'est des os qui sont soit vieux, soit sales, etc. Quand ma wash est propre, je vais ensuite faire un double brossage. Je vais prendre un petit pinceau de brossage, en faisant attention quand même à pas déborder sur mon beau rouge. Donc je vais brosser la chair en utilisant ma couleur chair la plus claire, d'accord, en faisant un brossage très léger pour juste mettre en valeur les reliefs, mais pas en l'éclaircissant trop, parce que je veux quand même que l'idée de la chair soit la plus, disons, violacée, un peu dégueulasse, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais utiliser un petit brossage d'os clair sur les parchemins et tous les os, ainsi que le bouquin. Quand ça c'est fait, vous pouvez corriger les détails bien sûr au pinceau de précision si jamais vous voulez arranger légèrement un détail ou l'autre. Quand ça c'est fait, je n'ai plus besoin de rien faire pour ce qui est des os et de la chair. J'applique ensuite les derniers détails, le métal à l'endroit où je veux mettre du métal, donc le bolter, etc. Et vous voyez que mon bolter il est clairement complètement uni en teinte métallique. Je ne vais pas faire plus d'efforts que ça, vous voyez. Le bronze, pour les trims de l'armure, etc. pour donner un aspect métallique un peu chaud et pas faire que du métal, disons gris, d'accord. Et une fois que ça c'est fait, j'applique voilà une wash noire au métal et une wash légèrement rouge, un peu charnelle, au bronze pour lui donner des beaux reflets rouges. C'est un bronze qui rappelle celui de Korn, pour ceux qui ont des armées de Korn, par exemple. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire les détails. Donc là, les petits détails, je vais prendre mon pinceau, je vais faire le noir pour les jointures et la ceinture. Donc les jointures, c'est bien sûr la sous-armure qui porte sous leur plaque d'armure, les Space Marines. Donc ça, c'est important de toujours les faire, parce que ça vous donne tout de suite un contraste entre les différentes plaques. Par exemple, vous voyez là, en dessous du creux de son coude, on voit tout de suite que c'est un noir bien propre. Il n'y a pas besoin de faire des contrastes avec du gris, etc. Juste vous mettez en noir et ça fait pop tout de suite la plaque d'armure rouge à côté. Pourquoi ? Parce que ça donne un aspect propre à la figurine. C'est très important quand vous faites du Space Marine que vous fassiez toujours ces jointures en noir. Ça, c'est mon avis personnel, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais pour moi, ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus propre à la figurine, beaucoup plus délimité aux plaques d'armure. Voilà. Donc,
Une fois que ça c'est fait, et bah comme vous voyez, la figurine là, elle est complètement jouable, hein. Vous pouvez très facilement la jouer à ce moment-là. Moi, je vais ajouter quelques petites écritures sur les parchemins et sur le livre. Et, bien sûr, quand vous avez fait vos petits détails, vous pouvez mettre des marques, etc. Moi, la touche finale que j'aime bien faire sur mes wordbearers, c'est bien sûr l'énergie du warp. L'énergie du warp, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Je vais vous la répéter ici. Donc, je vais l'utiliser pour les yeux et la gueule, notamment. Donc, c'est parce que vous voyez que son casque, il est déformé, il y a une bouche qui est sortie. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du blanc, je vais peindre les lentilles du casque, je vais peindre l'intérieur de la gueule et je vais forcément faire déborder un tout petit peu de blanc pour qu'il y ait une sorte d'émanation d'énergie. C'est un faux OSL en fait, si vous voulez, c'est un faux effet d'OSL pour qu'il y ait une émanation d'énergie forte, y compris sur les zones qui touchent légèrement cette lumière là que je veux faire. Quand j'ai un blanc, je peux faire 2 couches. Parce que le blanc, vous savez, il faut que ce soit quand même assez... pas que ce soit trop dilué si vous voulez. Donc, une fois que le blanc est posé, je prends ma couleur de choix d'énergie. Ici, j'ai choisi un vert fluorescent. Le vert fluorescent en question, je vais l'appliquer, disons, délibérément. Je vais mettre une bonne couche. Attention, ceci dit, à ne pas que ça déborde trop. Je vais appliquer une bonne couche sur les yeux, sur la bouche, et je vais le faire également déborder un petit peu sur les côtés. Attention, ceci dit, à ne pas perdre le contrôle de votre couleur. C'est toujours important. Donc je vais le faire déborder. Je peux mettre 1 à 2 couches, il n'y a pas de souci pour plus ou moins avoir de l'effet. Une fois que ça c'est fait, tout ce que vous avez à faire, vous reprenez votre blanc et vous peignez le centre de votre énergie. Donc là, ici, c'est l'intérieur de la gueule qui fait émaner cette énergie et l'intérieur des lentilles en blanc. Une fois que vous avez fait ça, votre figurine est finie. Et ça, cette technique d'énergie, vous pouvez l'utiliser pour absolument n'importe quoi. C'est également la même technique que j'ai utilisée pour les lentilles de mes Black Shield, que vous aurez vu dans mon army showcase de mon armée de Black Shield pour les yeux. Sauf que j'ai fait un effet moins flashy forcément parce que c'est pas des énergies du warp qu'ils ont, c'est uniquement des petites lentilles tout à fait normales. Et voilà, il ne reste plus qu'à socler, mais là le socle je vous laisserai faire ce que vous voulez. J'utilise de la peinture de texture et puis ensuite je fais une simple wash et un simple brossage et vous avez votre figurine. Donc ça c'était la technique que j'utilise pour tous mes wordbearers. Comme vous voyez, c'est très facile, c'est très rapide, et surtout ça ne vous demande pas une grande précision. Parce que moi je n'aime pas me prendre la tête pour des troupes si vous voulez. Pour un personnage, ça me dérange pas. Moi, pour de la troupe, je veux que ça s'enchaîne, et surtout, il faut pas que ce soit trop mathématique pour moi. Sinon j'ai tendance à mettre trop d'efforts intellectuels, mental, ça me donne trop une charge mentale à l'idée de pas rater quelque chose. Avec cette technique, je peux me permettre d'être un petit peu créatif, là où je vais appliquer les couleurs. Je vais pouvoir dire, ah bah tiens, là j'ai envie de faire dépasser un peu de violet, là je vais avoir envie de faire dépasser un peu de rouge. Au petit bonheur la chance, vous voyez. Et au final, ça me permet de ne pas me lasser. Parce que quand vous faites de l'army painting, la règle numéro 1 c'est de ne pas se lasser. Voilà. Donc ça c'était ma technique pour les wordbearers. Elle est, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle autre légion, n'importe quelle autre peinture, n'importe quelle autre armée. Vous pouvez juste switcher les couleurs, bien sûr, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne l'airbrush, pour les gens qui veulent faire à l'airbrush, elle est faisable aussi, c'est juste qu'au lieu de remplacer les couches successives de couleurs de plus en plus claires au pinceau, bah, simplement vous faites à l'airbrush. Mais j'estime que si vous avez un airbrush, de toute façon, ce genre de technique n'a déjà plus de secret pour vous, si vous voulez, vu que c'est très basique. Si ceci dit, vous avez une question par rapport à la gestion de l'airbrush, moi je suis pas un grand airbrusher, si vous voulez, j'aime pas trop. Je l'utilise parce que c'est utile, mais moi je préfère peindre au pinceau parce que ça vous met vraiment dans une mood créatrice qui est vraiment inégalée pour moi. L'airbrush c'est trop d'embrouille. C'est utile, mais je le recommanderais pas, voilà, juste pour se détendre, je préfère peindre moi au pinceau. Donc voilà, vous avez mes wordbearers, je peindrai les autres plus tard, mais en tout cas voilà, je vais vous montrer d'autres figurines qui ont été peintes avec cette technique, histoire que vous puissiez quand même voir ce que ça rend, parce que il n'y a pas de raison. Et franchement cette figurine, je l'ai peint en, je dirais, moins d'1 heure. Et je l'ai peint exprès pour la vidéo, c'est-à-dire qu'à chaque couche que je faisais, je prenais une petite photo, je la prenais en vidéo, etc. Mais si vous êtes en mode army painting, c'est-à-dire que vous n'avez pas la chaîne YouTube derrière à devoir alimenter, etc. En fait, vous faites vos étapes en même temps, c'est-à-dire que moi, mes 5 Galvorback qui me restent, je vais les peindre tous en violet, ensuite je ferai tous le rouge sombre, ensuite je ferai tous le rouge clair, etc. Vous voyez. Et ça, moi je dirais que les 6 Galvorback qui me restent, sans compter les détails individuels de chacun, je pense que je peux les faire en moins de 3 heures, si vous voulez, comme ça. Et là, en 3 heures, vous avez une escouade d'élite
avec beaucoup de détails, etc. Mais si vous peignez une armée qui n'a pas beaucoup de détails, par exemple des MK6 ou quoi, en fait vous avez quasiment aucune trim à faire, etc. Ça c'est une armée, vous en faites 10 dans le même temps, vous en faites 20, si vous êtes motivé bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Moi je vais refaire des tutos à gauche à droite, des tutos non seulement pour peindre facilement certains projets, mais également des tutos à vocation pour les débutants, c'est-à-dire vous savez pas trop comment vous orienter dans le hobby, bah voilà, ça va venir sur la chaîne parce que je pense qu'on parle pas assez de ça, c'est-à-dire on considère déjà que vous avez un certain niveau de hobby. Moi je vais faire vraiment des trucs sur les débutants. Et en parlant de débutants, la prochaine vidéo, voilà, je vous l'annonce ici, ce sera une interview d'un de mes potes qui a débarré le hobby il y a vraiment pas longtemps, et pour le coup, ça va vous permettre à vous, les gens qui soit hésitaient à vous lancer dans le hobby, soit être un peu en galère, d'avoir le point de vue d'un débutant. Et ça peut même vous servir si, eh bien, vous êtes des gens confirmés comme moi, mais que vous souhaitez convertir quelqu'un au hobby et le convaincre de vous rejoindre. Parce que souvent, on n'a pas les bons mots, c'est-à-dire que vous allez le hyper de façon comme si vous essayez de convaincre quelqu'un qui était déjà convaincu, et des fois ça marche pas forcément. Du coup, vous allez entendre un vrai débutant, et son avis et les erreurs qu'il a faites, etc. Comment guider un débutant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les gars. Ciao.